Bonjour, c'est Décideurs du droit, votre rendez-vous, et aujourd'hui j'accueille Olivier Cousy, bâtonnier de Paris, pour évoquer son bilan à mi-mandat. Olivier Cousy, bonjour. Bonjour. Alors c'est peu de dire que l'année 2020 a été compliquée, Oui. notamment pour les avocats parisiens, et on va revenir, si vous voulez bien, pour ce début d'interview, sur la réforme des retraites qui a marqué le début d'année 2020 et une forte mobilisation des avocats, notamment des avocats parisiens. Que retenez-vous de cette mobilisation? Pour moi, le souvenir le plus fort, c'est l'Assemblée générale qu'on a tenue dans le Palais de justice. C'était la première fois depuis 30 ans qu'on réunissait l'Assemblée générale de tous les avocats du barreau de Paris. Alors, il y a 30 000 avocats inscrits, mais on était quand même plus de 1000 dans la Galerie Duc, avec des prises de parole, avec une vraie solidarité très forte. C'était une belle image. Avec ces fameux cartons rouges adressés à la réforme des retraites. Voilà, on avait voté rouge ou blanc, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Bon, évidemment, on était plutôt contre ceux qui viennent manifester par définition. Ils expriment plutôt un sentiment négatif. Mais c'était un beau moment de solidarité, oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle mobilisation des avocats parisiens sur ce sujet? Oui, bien sûr, dès que la question se posera, si à nouveau le projet consiste à faire payer les professionnels, les avocats, les professionnels libéraux, une augmentation qui serait une augmentation qui pour nous était du double au départ. Si l'objectif c'est effectivement de fusionner, de nous assimiler, et de nous réduire à une simple branche d'un régime général, oui, c'est clair que la mobilisation reprendra. J'espère que le gouvernement ne refera pas une deuxième fois la même erreur. Alors, un autre fait marquant sur cette réforme des retraites, c'est peut-être l'unité de la profession. Bien sûr, on a été très mobilisé avec le CNB. On est le bâtonnier de Paris et vice-président de droit du CNB. Et on a travaillé vraiment la main dans la main, au sens propre du terme, parce qu'on défilait avec les bras dessus, bras dessous, avec la présidente Christiane Ferralschul, avec la présidente de la conférence des bâtonniers Hélène Fontaine, et beaucoup de confrères qui étaient présents, des confrères qui n'étaient jamais allés à des manifestations, qui n'étaient jamais descendus dans la rue, et qui sont descendus dans la rue. C'était là aussi un très beau spectacle. Alors, la crise du Covid est arrivée, et avec elle la justice confinée. Que retenez-vous de ce moment particulier que nous vivons encore, même si ce n'est pas le même confinement? Là encore, c'est des images assez concrètes, c'est des palais déserts, c'est le tribunal judiciaire dans lequel on se promenait, qui est là en photo, dans lequel on a essayé de mettre en place des barrières sanitaires avec les moyens du bord. Moi, je suis quand même allé plaider le 11 avril devant le Conseil d'État pour demander l'autorisation d'acheter des masques pour les avocats que je désignais. Donc pour pouvoir protéger les confrères qui allaient faire des commissions d'office, il fallait obtenir l'autorisation. À l'époque, c'était puni d'1 an d'emprisonnement, le fait d'acheter un masque. On l'oublie un peu. Alors, le barreau de Paris est justement monté au créneau pour défendre les libertés, c'était important? C'est fort, c'est d'abord notre ADN. Les avocats sont des interlocuteurs sur la question des libertés. Nous sommes les interlocuteurs les plus crédibles parce que nous savons, nous, quel est l'effet des lois, quel est l'effet des textes, quelles sont les conséquences de telle ou telle modification législative. Donc nous sommes nécessairement au creux et au cœur de ces questions. Donc, il y a quelque chose aussi de notable, c'est les avocats qui ont vécu cette situation aussi difficilement. Le rapport Perben l'a souligné, donc il y a eu l'effet de la crise sur la réforme des retraites, puis la Covid, il fallait accompagner les avocats parisiens, et c'est pour ça que vous avez décidé un plan de relance assez exceptionnel. On avait d'abord eu une situation exceptionnelle qui était le premier confinement. Les tribunaux étaient fermés. Les cabinets étaient arrêtés, tous les cabinets qui font du judiciaire ont été vraiment stoppés dans leur élan, donc il fallait prendre en considération cette situation. Et avec un Conseil de l'ordre qui a été parfaitement solidaire, parfaitement unanime, on a mis en place un plan de soutien, c'est-à-dire que pour la première fois, le barreau a mobilisé des réserves. On est allé chercher 15 millions d'euros, ce qui est énorme, sur un budget 70 millions, hein, c'est une somme considérable, qu'on est allé chercher dans les réserves, qui étaient des reports pour des différents projets qui soit été arrêtés, soit qu'on a modifiés. Et avec ça, on a divisé en 3 parties. La première partie, ça a été une baisse immédiate des cotisations, moins 15% pour 2020, pour tout le monde. Ça a été ensuite avec la CARPA la mise en place d'un plan de soutien aux TPE, PME, c'est-à-dire que l'ordre finance, la CARPA et l'ordre finance des confrères qui vont travailler gratuitement
pour des TPE-PME avec des partenaires comme la Ville de Paris, la Chambre de commerce, la région, qui nous amènent des entrepreneurs, eux-mêmes touchés par le Covid et qui ont besoin de conseils juridiques. Et puis la troisième partie, ça a été c'est une aide aussi au soutien des confrères, c'est l'augmentation de leur accompagnement, la possibilité de leur offrir des séances de coaching, de mise en place de réflexion sur leur avenir, de réflexion sur la manière dont leur cabinet doit évoluer. On sent bien qu'il va y avoir un enjeu dans les années qui viennent de transmission, c'est-à-dire que des cabinets vont évoluer, certains vont partir, certains vont fermer, et comment est-ce qu'on organise le fait de faire se rencontrer avec des plus jeunes qui, eux, ont besoin de cabinets, de clientèle et de se développer. Alors, un autre fait marquant, c'est la nomination d'un avocat à la chancellerie, Éric Dupond-Moretti. Quelles sont vos relations avec le garde des Sceaux ? Sur des relations institutionnelles de bâtonnier et de garde des Sceaux, il nous a dit qu'il ne serait pas le garde ou le ministre des avocats, mais le ministre de la Justice, et c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai que le fait de connaître le garde des Sceaux de manière plus personnelle est un plus quand on a besoin de se contacter. Alors, autre nomination qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de votre ancienne vice-bâtonnière Nathalie Roret. Quel est votre sentiment sur cette nomination ? D'abord, un sentiment de solitude, parce qu'on est parti à deux, et puis moi je me retrouve tout seul pour la deuxième année du mandat, donc c'est vrai que c'est une perte pour la profession, mais en même temps c'est une chance formidable de pouvoir avancer sur les relations avocat-magistrat, sur des formations communes. J'espère pouvoir faire des annonces sur le FB prochainement, et donc on aura cette capacité, là encore, de bien se connaître, d'avoir des visions communes de la justice, et de permettre ces formations, d'accès à la profession, le fait de donner aussi cette relation indispensable entre le juge et l'avocat. Pour juger, justice, il faut des juges, il faut des greffiers, il faut des avocats. Et si on arrive à s'entendre pour que cette justice soit rendue de manière harmonieuse, c'est bon pour le justiciable, c'est bon pour la justice. Si on reste dans des postures d'opposition sans se parler, c'est pas bon pour la justice. Voilà, donc il faut qu'on soit capable de se parler. Et qui mieux que Nathalie Roret peut gérer cette école pour qu'on avance dans cette direction. Alors le barreau de Paris a lancé aussi une plateforme Agora de démocratie participative. Quel bilan dressez-vous de cette initiative ? Alors c'est un succès inespéré, un succès incroyable, parce qu'il y a plus de 100 000 ou 120 000 connexions, on a eu des milliers de propositions, donc on voit bien que le barreau est fourmi d'idées, a besoin de les exprimer, a besoin de mettre en place des projets. Et si l'ordre est là pour soutenir ces projets, on va sélectionner parmi ces projets, certains d'ailleurs ressemblent à ce qu'on a fait, donc c'est plutôt satisfaisant, vont dans la direction de ce qu'on voulait faire, mais aussi d'autres nouveaux sur des idées nouvelles. C'est un outil qui est formidable et on va le réutiliser. Je pense qu'il faudra périodiquement faire partir cette plateforme, cette Agora, pour recueillir toutes ces bonnes propositions. Alors vous évoquez les projets, c'est le moment d'évoquer aussi les perspectives pour 2021. Quelles sont vos priorités ? Alors la priorité pour moi, c'est les enjeux liés à l'activité professionnelle, sur le développement des cabinets, sur comment apporter de manière la plus respectueuse de nos règles déontologiques, de notre fonctionnement, comment apporter aux confrères des moyens d'accéder à des clients. Un cabinet d'avocats, avant tout, ce sont des clients qui payent. Le reste, c'est un peu de la littérature. Donc il faut qu'on ait de nouveaux clients, il faut que ces clients payent, il faut qu'on obtienne l'exécution provisoire des décisions de première instance du bâtonnier en matière de fixation des honoraires, il faut qu'on obtienne la possibilité pour les confrères de créer des structures qui sont interprofessionnelles, il faut qu'on obtienne l'évolution sur le marché du droit, de la position, de la place des avocats, qu'il faut que les avocats soient de manière prééminente perçus comme l'interlocuteur automatique ou Paris, place de droit. Paris, place de droit. Il faudra qu'on donne, et c'est le sens d'un projet pour la fin de l'année 2021, il faudra qu'on donne à Paris cette situation, ce lieu incontournable du droit international, parce qu'on a des talents, on a des capacités formidables à Paris. Donc voilà, des projets, on n'en manque pas. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas qu'on rate aujourd'hui des questions structurantes sur la formation initiale, sur la formation continue, sur l'évolution de la discipline, sur l'évolution de la déontologie, sur l'évolution des structures. Tout ça doit être réfléchi, on doit être aussi force de proposition. On ne peut pas uniquement rester dans l'opposition et dans le caractère négatif qui serait de s'opposer. Il faut que la profession puisse faire des propositions concrètes et qu'on puisse travailler sur ces questions. Eh bien, on va suivre avec attention tous ces projets. Merci Olivier Cousy d'être passé sur le plateau de Décideurs du droit. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.